Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Alison a aujourd'hui 34 ans et plus de 10 années d'expérience dans l'immobilier. Lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, elle travaillait sur les marchés. À 22 ans, Alison tombe enceinte. À 23 ans, elle se retrouve maman d'un petit garçon et travaille comme une acharnée pour s'y retrouver financièrement. La sensation de perdre son temps ne fait que grandir. Elle n'a qu'une hâte, c'est de voir ses journées se terminer. Elle comprend que si elle ne change rien, elle le regrettera toute sa vie. Elle se pose alors cette question. Comment je peux faire pour gagner au moins le SMIC par moi-même sans l'aide d'un patron ? Elle commence à acheter des vêtements et à les revendre beaucoup plus cher. C'est à ce moment-là qu'elle quitte son job pour se mettre à 100% dans ce petit business. Sa priorité, se sentir libre, ne dépendre de personne. Puis un jour, elle dévore le livre d'Élise Frank, « Comment je suis devenue rentière en 4 ans ». Et elle a ce fameux déclic. Alison décide de rester focus sur cet objectif et de foncer. Elle comprend 2 choses. Que la manière gagnante de penser, c'est « je veux ça », donc comment je fais pour l'obtenir ? Et que dans la vie, on peut devenir qui on veut si on s'en donne réellement les moyens. Elle décide alors de refaire un appartement qu'elle avait acheté en y mettant toutes ses économies. Elle le revend et fait une plus-value de 60 000 €. C'est à ce moment-là qu'elle prend la pleine mesure de l'investissement immobilier. Alison sait ce que c'est de galérer, mais elle sait aussi ce que c'est de persévérer. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une communauté de plus de 75 000 personnes, elle possède une trentaine de biens immobiliers et elle a formé plus de 1000 futurs rentiers. Dans ce témoignage aussi passionnant que motivant, Alison nous raconte comment elle a changé de vie pour construire son propre rêve. Salut Alison! Salut Sandra! Comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Super. Eh bien écoute, je suis ravie en tout cas de t'avoir à mon micro. Est-ce que tu peux s'il te plaît en quelques mots te présenter ? Alors en quelques mots, je m'appelle Alison Ginglin, aujourd'hui j'ai 34 ans et pour la faire courte, je travaillais avant sur les marchés et je me suis dit comment on fait pour vivre de nos rêves et j'ai tout donné pour vivre de l'immobilier qui était ma passion. Oh là là, mais t'as déjà spoilé une bonne partie de ton histoire, mais c'est pas grave. On va revenir dessus. Donc effectivement, j'aime bien dire ça souvent quand j'ai des invités avec un parcours un petit peu exceptionnel qui sort du commun. C'est un peu une histoire qu'on pourrait comparer avec une série Netflix ou un livre. Du coup, raconte-nous, on va revenir à l'année de tes 22-23 ans, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Est-ce que tu peux du coup revenir totalement en arrière et nous raconter tout ton parcours, toute cette transformation finalement? Alors, quand j'avais 22-23 ans, alors déjà, chose très très importante, c'est que en fait, j'étais enceinte de mon fils. Et je vivais à Metz à cette époque. J'étais vendeuse à Luxembourg et donc je vendais des vêtements pour un patron. J'étais salariée et là je me suis dit waouh, mais est-ce que ma vie ça va être ça ? Parce qu'en fait donc 22 ans je suis enceinte, un mois après mes 23 ans j'accouche et je me rends compte que en fait j'ai pas vraiment de temps libre. Ça veut dire que mon fils je le vois clairement pas grandir et je me dis ouais, ma vie, c'est pas ça. Tous les jours, je fais quelque chose qui ne me plaît pas. En fait, j'aime bien vendre. Je viens d'une famille de commerçants, donc j'ai un peu ça dans le sang. Maintenant, le faire de cette manière-là, avec tout ce trajet pour aller à Luxembourg, avec toutes ces heures dans la boutique, qui est du monde, qui est pas de monde. Enfin, je me disais, mais j'ai l'impression de perdre mon temps. Et l'arrivée de mon fils, je me suis dit, mais là, il faut vraiment changer ta vie parce que sinon, c'est pas toi qui vas élever ton enfant, quoi. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, tu le dis dans une de tes interviews, dans un post, je sais plus, tu dis qu'en gros, tu comptais tes heures dans chaque journée, quoi. T'avais qu'une hâte, c'était que la journée se termine. Ah, mais c'est vraiment la sensation là, c'est genre horrible. Des fois, on vient d'arriver,
Mais je me rappelle, j'avais une montre que je regardais tout le temps ma montre. Je me disais, non, mais là, vu tout ce que je viens de faire, il s'est passé au moins 2 heures. Je regarde ma montre, il y avait eu 20 minutes. Et je me suis dit, mais est-ce que ma vie, c'est tout le temps ça, d'attendre que le temps passe? Et quand j'étais dans mon temps libre, donc le soir ou les week-ends ou quoi, j'avais l'impression que le temps, il passait à 10 000 à l'heure. Donc je me disais, il y a un problème de proportion là. C'est clair. Mais c'est ça qui est horrible, il y a beaucoup de personnes encore, malheureusement, qui passent leur semaine à mettre la plupart de leur énergie au mauvais endroit, dans des boulots qu'ils n'aiment pas. Et c'est hyper dur, en fait. Et c'était un peu la situation que tu vivais à ce moment-là. Bah, c'était exactement ça. Et finalement, en plus, on se dit, mais pourquoi on fait tout ça? Entre guillemets, que pour l'argent. Donc, en fait, on est en train de passer à côté de la vie. Moi, j'avais l'impression que je passais à côté de la vie de mon fils. Enfin, je m'en suis rendu compte quand il était très jeune, donc ça n'a pas duré trop longtemps. Mais je me suis dit, mais si je dois vivre ça toute ma vie, clairement, je suis pas au bon endroit, quoi. Je vais avoir des regrets de fou quand je vais être plus âgée, quoi. Mais c'est clair. Et justement, comment t'as fait? Parce que c'est pas si évident, c'est pas toujours inné d'avoir cet état d'esprit et de transformer du coup cet état d'esprit et cet objectif de changer de vie en motivation et de passer réellement à l'action. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ok, merde, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que cette vie? J'aime pas ma vie, ça va pas du tout, il faut que je change les choses, à devenir rentière immobilière. Est-ce que tu peux nous raconter du coup la transition et puis peut-être le déclic? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un livre qui t'a permis aussi d'avoir ce déclic. Exactement. En fait, à ce moment-là, donc moi, je m'étais débrouillée. J'avais 2 apparts, alors deux apparts, un à 60 000, un à 70 000, qui étaient pas rentables du tout ni rien. Mais bon, bref, j'avais réussi à me débrouiller à avoir ces 2 apparts qui étaient pas rentables, mais je comprenais pas qu'ils étaient pas rentables. En fait, je comprenais clairement rien à l'immobilier. Je savais juste que j'avais l'impression que ça me plaisait. Et donc, je suis dans ma vie là à me dire, ok, ça me convient pas, comment je vais faire? Sauf que entre se dire comme tu dis en fait, entre se dire ça me plaît pas, j'ai envie de changer et vraiment changer, enfin il y a quand même un cap à passer qui est quand même pas facile sur le coup, parce qu'on se dit moi j'avais acheté ma résidence principale en fait avec le père de mon fils, donc là à ce moment-là j'étais encore avec le père de mon fils et on avait une résidence principale où à 2 on remboursait 1 200, donc en fait il fallait derrière quand même assumer, je pouvais pas arrêter pour rien et en fait j'ai fait ça un petit peu en douceur. Parce que je me suis dit, ok, comment je peux faire je voulais au moins gagner. Je me disais toujours, si je gagne au moins le SMIC, étant donné qu'à l'époque là, j'étais pas encore seule, mais pas longtemps après, j'allais être mère célibataire, mais je le savais pas encore. Et en fait, je me suis dit, si je gagne déjà au moins le SMIC par moi-même, ça me paraissait fou de gagner. Alors le SMIC à l'époque c'était 1000, peut-être 1100, je sais plus trop, mais je me disais si je gagnais au moins ça j'allais être trop fière de gagner ça sans l'aide d'un patron. C'est clair. Et, parce que déjà on se dit on arrive à avoir l'équivalent de ce qu'un patron nous donnerait en travaillant 35 ou 40 heures par semaine, en ayant des horaires fixes, en ayant des obligations. Donc avoir 1000 ou 1200 euros par soi-même en organisant son temps, c'était quand même un luxe. Du coup, j'ai commencé, alors rien à voir avec l'immobilier, c'est que j'ai commencé donc j'ai acheté des vêtements d'occasion à mon fils parce que j'avais pas les moyens. Et puis surtout, j'avais pas les moyens de ce qui m'intéressait. En fait, j'aimais bien les belles choses, machin. C'était pas du tout dans mon budget, donc je les achetais d'occasion pour quand même pouvoir me permettre de les avoir. Et du coup, je revendais ces vêtements. Et je me suis vite aperçue que, en fait, j'achetais les vêtements, ils les portaient et je les revendais plus cher que ce que je les avais payés. Mais genre beaucoup plus cher. Mais même en brocante, quoi. J'allais en brocante acheter le dimanche matin et genre je payais, par exemple, je sais pas, je lui avais acheté une petite veste Hugo Boss. Le matin même, je l'avais payé genre 3 euros. Il la porte et une fois que ça lui va plus, je la revends, je sais pas, 30. 25, 30. Donc en fait, la marque, elle était ouf, quoi. Donc je me disais, mais du coup, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et donc, quand j'étais encore vendeuse au Luxembourg, je me suis dit, et que j'ai commencé à revendre les vêtements de mon fils et que j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait un business à faire avec ça, et en fait, j'ai créé un statut auto-entrepreneur et j'ai commencé à faire ça. Et donc, c'est ça qui m'a permis de me dire, ok, je quitte mon job parce que même si je gagnais moins, en fait, au Luxembourg, je gagnais 1 700 euros par mois. Par contre, c'est pas 35 heures, c'est 40 heures et j'avais 4 heures de trajet aller-retour par jour. Donc, finalement, ça... c'est le rapport taux horaire, il était énorme, quoi. Enfin, c'était pas si rentable que ça. Donc finalement, donc j'ai arrêté au Luxembourg pour justement vendre ces vêtements d'occasion.
D'accord, ok. Mais en fait, c'est là où on remarque que tu avais déjà quand même vachement l'esprit business, entrepreneuriat. Bah, en fait, je me rendais compte que c'était une des seules possibilités pour moi de me sentir libre. C'était de ne pas dépendre de quelqu'un pour gagner mon argent. Ouais, bien sûr. Donc j'ai tout mis en place. Mais ça aurait pu être mais n'importe quoi. On aurait pu me dire t'ouvres un magasin de chaussettes, j'aurais ouvert un magasin de chaussettes. En fait, j'aurais pu vraiment vendre n'importe quoi. Si on me disait tu vends des produits pour laver les vitres, j'en sais rien. Enfin, j'aurais été capable de tout faire du moment que ça me permettait de gagner ma vie correctement sans dépendre de quelqu'un. Et comment t'en étais venue à acheter déjà 2 apparts? Parce que ça, c'est pas anodin. Enfin, je pense que toi, tu penses que c'est peut-être anodin d'acheter 2 apparts, même à 60 000 euros chacun. Mais c'est clairement pas anodin. Il y a quand même un énorme step à faire. Se dire, OK, je fais des prêts bancaires pour acheter un appart, etc. Donc, comment t'es arrivée là, en fait? Déjà, même avec que 2 apparts, comment t'avais fait déjà pour en arriver à avoir 2 apparts? Bon, ils étaient pas rentables, Ouais. donc ça, tout le monde était capable de le faire. En fait, je me suis dit, en fait, c'était que sur des choses que je pouvais entendre de plus ou moins loin. J'avais l'impression il y avait un ou deux amis de mes parents qui avaient acheté de l'immobilier. Et en gros, je les avais entendus parler et ils disaient, moi, c'est mon locataire qui me rembourse mon crédit. Donc, à partir du moment et moi, j'étais jeune, j'ai dû entendre ça quand j'avais 20 ans, mais je me suis dit, mais attends, si t'achètes un appart et que quelqu'un d'autre te rembourse ton crédit, pourquoi t'en achèterais pas, en fait? Enfin, du coup, puis moi, ma mère, elle m'a toujours dit, genre, Alison, garde bien ton argent, genre, mets beaucoup d'argent de côté parce que si jamais ta machine à laver, elle tombe en panne, faut que tu aies les moyens de la changer. Donc, moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Donc, du coup, je me disais, en fait, s'il m'arrive un truc grave, entre guillemets, je sais pas, ma maison brûle, l'assurance prend pas en charge, j'en sais rien. En fait, je vais avoir un appart que mes locataires vont rembourser. Du coup, dans 10 ans, par exemple, parce que du coup, je faisais des crédits courts. Hein. Moi, j'écoutais ce qu'on me disait. Donc, en gros, ma mère qui me disait, prends le moins de crédit possible, emprunte le plus court possible, comme ça, t'es tranquille le plus vite possible. Mais c'est pas du tout ça, vraiment. Mais pour le coup, j'ai pas été aidée parce que du côté de ma mère et tout, elle me donnait des conseils qui étaient pour elle, qui étaient bons, qui étaient bienveillants envers moi, mais qui étaient pas du tout bons pour l'investissement immobilier. Quoi. Mais du coup, j'avais pas peur d'acheter un appart, mais j'avais peur d'emprunter sur longtemps. Donc, j'empruntais sur 10 ou 12 ans. Ça me faisait des échéances de crédit énormes. Donc, le loyer ne remboursait pas le crédit. Enfin, c'était vraiment... voilà, ça n'allait pas. Mais je me suis dit, je vais acheter parce que si ce que j'entends est vrai, ça va me permettre d'avoir des apparts gratuitement, en gros. Et du coup, le premier appart, je l'ai eu parce que j'en parlais autour de moi que je voulais acheter un appartement. Et quelqu'un m'a dit, moi, je connais quelqu'un qui a un appartement, mais il paye plus le crédit. Et du coup, la banque va lui saisir. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne et tout. Donc, j'ai rencontré cette personne et finalement, on s'est rendu compte que on était dans la même banque. Et du coup, on a été voir ensemble le banquier et moi, j'ai proposé de racheter le crédit, le montant qui restait à payer. Ah, énorme. Donc, il restait 62 500 et lui avait acheté 90 000. Ah oui, d'accord. Ouais, ce genre d'opportunités, tu te dis qu'elles sont pas arrivées par hasard, quoi. Il faut la saisir. Et puis, je pense surtout que si tu parles aux gens de tes projets, mais moi, je parle vraiment tout le temps, dès que j'ai envie, même encore aujourd'hui, dès que j'ai un truc en tête, je vais dire, je vais le dire parce que déjà, ça pose l'objectif. Ouais, tout à fait. Parler à des gens. Et en plus, un jour, moi, à chaque fois, je me dis sur un malentendu, il y a quelqu'un qui va m'aider à le faire. Donc, mais t'as tellement raison. Je pense exactement comme toi. Et ça, mais vraiment, ça m'a toujours... soit vraiment ça donne une motivation parce qu'on se dit maintenant on peut plus revenir en arrière, on l'a dit quand même à plusieurs personnes qui sont importantes pour nous, donc en fait faut vraiment qu'on le fasse parce que sinon ça fait un peu loser quoi. Du coup on n'a pas envie de ne pas le faire et puis l'opportunité là j'aurais pas pu l'avoir si j'en avais pas parlé. Exactement. Parce que on n'aurait pas été au courant que cette personne-là souhaitait le vendre et qu'il y avait un bon coup à faire et tout ça. Donc, je l'ai acheté, cet appartement. J'ai eu le crédit assez facilement parce que j'étais encore vendeuse au Luxembourg, donc en CDI. Donc, ça, la banque, ils adorent. Et puis, en fait, il n'était pas rentable. Même à 62 500, il n'était pas rentable parce qu'il y avait une vacance locative qui était élevée. Donc voilà, au final, je mettais quand même tous les ans de l'argent de ma poche, mais tellement peu entre guillemets par rapport à ce qui se remboursait que pour moi, j'avais pas l'impression que c'était une mauvaise affaire en fait. Ouais, t'avais l'impression d'avoir fait un super coup.
Bah, quand même, parce que je me disais, bah, peut-être ça me coûtait, je dis au pif, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça me coûtait peut-être 2 000 € ou 1 500 € par an. Par contre, mon bien, il se remboursait de peut-être 20 000 € par an. Pas 20 000 par an, je dis des bêtises, mais genre 5 000 par an, par exemple. Ah oui, Donc, d'accord. donc je me disais, bah, finalement, c'est quand même rentable. Mais en fait, si j'en avais eu 10 comme ça, c'était la faillite pour moi. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a permis de passer à la vitesse supérieure? Est-ce que tu t'es formée? Eh ben, en fait, ça n'existait pas à l'époque. Les formations, même les livres d'IMO, il y en avait très, très, très peu. Et en fait, ce que j'ai, pareil, je continuais à en parler autour de moi. Je disais que ça me plaisait, l'immobilier, que si un jour je pouvais en vivre, je le ferais. Alors, je voulais pas vendre des apparts, je voulais pas être agent immobilier. Je voulais vraiment, moi, avoir mes apparts et même pas avoir une équipe, quoi, être genre toute seule. Et au final, de continuer à en parler. Un jour, donc entre-temps, je vendais des vêtements sur les marchés. Du coup, donc toujours à mon compte. Et j'en parlais du coup aussi au marché. Et je disais, non, mais moi, les marchés, ça va être 2-3 ans. Après, j'arrête parce que j'ai envie, voilà, de faire autre chose. Et tous ceux des marchés me disaient tout le temps, oui, nous, on disait la même chose. Et là, ça fait 20 ans qu'on y est. Du coup, Ah, d'entendre quelle ça, horreur. Ça te motive voilà. encore plus. C'est exactement ça. Je me disais, mais si je reste là-dedans, en fait, je vais être comme eux. En fait, je pouvais voir ma projection dans 30 ans, quoi. Mmh. Donc, je me disais, mais j'ai pas envie de ça, quoi. C'est pas du tout la vie de déballer. Je déballais 7 mètres de stand. C'est-à-dire, en termes de kilos, j'ai jamais compté, mais je pense qu'il vaut mieux pas. Je pense que, enfin, c'est horrible. Et puis, en été, ça va. Mais en hiver, en plus, c'était à Metz que je faisais les marchés. Donc là, je suis à Aix-en-Provence aujourd'hui, mais j'étais à Metz à l'époque. Donc, franchement, c'était pas une vie de ouf, quoi. Donc, on peut gagner notre vie correctement. Plus on travaille, plus on a de l'argent. Hein. C'est aussi simple que ça. Par contre, c'est pas facile. Et C'est du puis, c'est une boulot. vie quand même, ouais, vraiment, hein, vraiment. Et du coup, faut se battre tous les jours pour avoir une place de marché, Ah tout oui, ça. Enfin, je me d'accord. dis clairement, j'ai pas envie de ça dans ma vie. Et du coup, donc le fait que je parle que j'avais déjà 2 appartes et que j'aimerais bien en vivre, un jour, il y a donc quelqu'un au marché qui me dit ah, j'ai vu une interview de Élise Franck, donc que je connaissais pas du tout à l'époque, qui a investi dans l'immobilier sur Paris. Elle est parisienne et elle explique comment elle est devenue rentière toute seule, juste en achetant des appartes et tout. Donc, il me dit qu'il y a son interview sur telle chaîne, voilà. Donc, je rentre, je regarde le replay direct et je me rends compte que ce qu'elle fait, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Donc, je vais acheter son livre, je le lis en une après-midi, j'ai lu tout son livre. Et du coup, et d'ailleurs, j'ai mon livre qui va sortir et qui est dans la même édition qu'elle parce que c'est un choix de ma part, parce que ça m'a tellement choqué ce livre Ah, que je me génial. suis dit, moi, ça peut être ce livre qui choque d'autres personnes, c'est avec plaisir. Félicitations, c'est un super projet. Merci beaucoup. Je me suis dit, c'est la continuité en gros, si ce sentiment, moi, que j'ai eu quand j'ai lu le livre, si je peux le donner à d'autres personnes, mais vraiment, je signe tout de suite. Ah, mais complètement. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça m'a donné envie de créer un livre, parce que je me dis ça reste et on peut toucher des milliers de personnes et du coup, on peut être ce déclic. Et je pense Tout à fait. que plein de personnes ne se rendent pas compte à quel point ça, c'est accessible. Tout à fait. Parce que c'est pas facile, mais c'est possible. Genre largement. Si c'est notre objectif, c'est possible. Complètement. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs, des personnes qui sont devenues rentiers IMO en peu de temps, en fait. C'est juste, ils ont eu un déclic et ils ont transformé leur état d'esprit et hop, c'est parti. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'en fait, pour donner une image, je pense que donc notre énergie, donc on a une énergie, c'est comme si on avait une jauge comme la batterie de notre téléphone portable, et genre on a 100%, et ces 100% là d'énergie, tu choisis dans quoi tu les mets. Donc plus tu les mets dans plein de choses, moins ça va avancer sur ce sujet-là, puisque forcément si tu as 5 choses différentes, t'as que 20% pour chaque. Moi, je m'étais dit, en fait, mon objectif, c'est ça. Ça veut dire que je m'occupais de mon fils, voilà, j'avais ça à côté, mais professionnellement, j'avais que cet objectif de devenir rentière. Donc, ça veut dire que, au moins 70% de mon énergie tous les jours, allait là-dedans. Donc, c'est pour ça que je pense que je l'ai fait assez rapidement, parce que j'étais focus là-dessus. Et on peut, dans la vie, je pense qu'il faut choisir à des moments sur quoi on veut se mettre focus, et c'est là où vraiment on avance.
Complètement. Je te suis, mais à 100% là-dessus. Et ce qui est dingue, c'est que, donc je sais pas à quel moment de ta vie tu as eu ces fameux refus de prêt bancaire, mais tu t'es pris, a priori, de ce que j'ai vu et lu, 12 refus de prêt bancaire et tu as persévéré. En fait, ça aussi, c'est la clé. C'est ça. En fait, ce qui s'était passé, donc ça, c'était les 12 refus, c'était pour ma résidence principale. Donc ça, c'était quand j'étais enceinte de mon fils. J'étais en train d'acheter un appart et après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, tout ça. Et je me disais, non, mais alors, comme moi, j'ai grandi dans une maison, alors ça, c'est aussi des croyances, alors limitantes ou non, mais où je me disais, moi, j'ai grandi dans une maison où, je sais pas, dans la salle de bain, j'avais une baignoire, j'avais un machin. Donc, en fait, je voulais, même si j'ai pas du tout grandi, genre mes parents roulaient pas sur l'or, mais je vivais bien, on partait en vacances tous les 2 ans, tous les 3 ans. Enfin, voilà, on était, je pense, une famille entre guillemets normale française, comme on en voit des milliers. Et je me disais, pour mon fils, j'aimerais ça. Je voulais pas me dire qu'on habitait en ville dans un appartement de 45 mètres carrés où il aurait pas la place de jouer, tout ça. Je voulais quand même un peu plus d'espace pour lui. Donc, j'ai regardé et j'ai vu une maison qui me plaisait, une maison neuve qui était en train de se construire. Et alors collée d'un côté, elle faisait 100 mètres carrés sur 3 arts de terrain, enfin vraiment les toutes petites maisons. Mais à la base, je pensais ne pas avoir les moyens. Mais là, en fait, si je n'avais pas su que j'étais enceinte, je regardais la maison là en me disant j'ai pas les moyens. Mais là, le fait de savoir que j'étais enceinte et que je voulais ça pour mon fils, je me disais comment je vais faire pour l'acheter. Et du coup, mais vraiment, je me disais, j'ai plus du tout réfléchi de la même manière. Et je me suis dit, ok, je veux cette maison. On fait comment maintenant? Et du coup, je me suis dit, ok, je vais pas lâcher. Et j'ai eu 12 refus bancaires et c'est la 13e banque qui m'a dit oui. Et je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va comprendre mon projet, en fait, et qui va voir que je vais payer, peu importe, en fait, à combien je suis endettée ou peu importe, je vais payer, en fait. Ça fait partie de mes priorités de rembourser le crédit de la maison. Donc, du coup, j'ai la 13e banque qui m'a dit oui. Mais ça, c'est une trop belle leçon de vie. Et donc, j'étais enceinte, j'ai signé la vente. J'ai accouché, je venais d'accoucher, je crois 2 semaines avant. Enfin, j'ai rien lâché jusqu'à la fin de la fin de la fin. Qu'on savait pas si on allait avoir la maison ou pas. Bravo, franchement, bien joué. Mais je pense que, comme tu l'as dit, et c'est très intéressant parce qu'en fait, tu as aussi l'art de simplifier certaines explications. Donc tu dis, je me suis pas posé la question de savoir si je pouvais l'acheter, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais l'acheter. Et ça, voilà, c'est très, très important ce que tu as dit. Parce que moi, je pense vraiment que dans la vie, on peut devenir qui on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir ce qu'on veut. C'est juste, comment on fait pour l'avoir. Se poser les bonnes questions. Et puis, mettre entre guillemets en place, tu as des objectifs, donc il y a une stratégie pour atteindre tes objectifs. En fait, moi, là, à l'époque, là, je réfléchissais pas comme maintenant. Ça veut dire que je me suis pas, moi, là, aujourd'hui, je vais poser sur papier ce que je veux. Je vais me dire, OK, comment je vais faire, machin. Alors qu'avant, c'était juste que mon objectif, c'était juste que mon fils, c'était que mon fils soit bien. Donc, du coup, il y a rien qui pouvait être moins important pour moi que ça. Bien sûr. Et puis sans t'en rendre compte, même si t'avais pas posé les choses sur papier, voilà, t'as avancé petit pas par petit pas, t'as préparé le dossier, t'as pris des rendez-vous avec les banques, t'es allé au rendez-vous, t'as continué, et tout ça, ça a construit ton plan sans t'en rendre compte. C'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que ça a été décisif pour le reste, parce que si là, j'avais pas eu le crédit, je pouvais même pas me projeter de devenir rentière. Bien sûr. Parce que je me serais dit, déjà, juste, là, je veux ma maison, j'arrive pas à l'avoir. Donc, je peux avoir des apparts, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, même si j'avais pas forcément prévu de rebondir tout de suite là-dessus, parce qu'on parlera un petit peu tout à l'heure de tips et conseils IMO. Mais du coup, tu conseilles de d'abord acheter sa résidence principale et ensuite d'investir? Alors ça, c'est la grande question. Alors, normalement, ce qu'on entend souvent et ce qui est préconisé, c'est de commencer à investir avant d'acheter sa résidence principale. Parce que comme ça, au niveau du taux d'endettement, comme les crédits locatifs sont censés se rembourser par le locataire si on a fait une bonne affaire, et qu'il reste même d'ailleurs de l'argent, donc du coup, on n'est jamais trop bloqué parce que du coup, chaque crédit qu'on fait, ça nous rapporte de l'argent. Alors que quand on achète sa résidence principale, finalement, comme on paye nous notre poche, après, on n'a plus de capacité d'endettement pour emprunter pour le reste. Maintenant, ça, c'est dans ce qu'on dit, et je suis d'ailleurs d'accord avec ça, mais je pense qu'en immobilier, surtout quand il faut défendre notre dossier face aux banques, on arrive toujours à retourner la situation dans notre sens, en fonction des arguments. Ça veut dire que
moi là, j'étais propriétaire du coup, puisque le premier bien que j'ai acheté, c'était cette maison. Par contre, ok, on remboursait 1 200 € par mois. D'ailleurs, même après, je remboursais toute seule parce qu'après, je me suis séparée, j'ai racheté sa part. Enfin, voilà. Par contre, il y avait la même maison juste à côté, elle était louée 1 500. Donc, ça veut dire que c'était quand même plus rentable pour moi de l'acheter que de la louer. Donc, je pouvais aussi expliquer ça au banquier. Ah oui, d'accord. Ok. Et puis, du coup, il y avait la maison s'amortissait. Je l'ai revendue au bout de 4 ans. J'ai eu 117 000 € de plus-value quand même. Ah oui. Voilà. Donc, alors que c'était une maison neuve à la base. Donc, normalement, je conseille pas du tout d'acheter du neuf, quoi, aujourd'hui. Hein. C'est fou. Donc, parce qu'en fait, j'ai acheté dans un endroit, d'ailleurs, ce village, je pensais même pas que j'avais les moyens d'acheter là-bas parce que c'était à 10 minutes de Metz et c'était un village assez huppé. Et j'avais toujours entendu mes parents dire ah oui mais là-bas c'est vraiment enfin genre c'est trop beau le village mais ça coûte trop cher enfin voilà et ben finalement j'ai eu les moyens d'acheter là parce que comme c'était une maison neuve il y avait pas la cuisine pas le sol fallait peindre les murs fallait tout peindre et tout ça j'avais pas emprunté à la banque en fait j'avais fait un peu tous les mois comme je pouvais donc ça me permettait d'avoir emprunté moins et du coup d'avoir que ça rentre quand même plus ou moins dans mon budget quoi. Eh oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Donc après, j'ai vécu dans un chantier pendant des années, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est dur aussi parce que du coup, si j'ai bien compris, et tu vas tout nous expliquer, toi, ton truc, c'est d'acheter des biens qui sont en état un petit peu pas terrible, mais qui ont un fort potentiel. Donc, tu as aussi ce rôle d'avoir une vision, en fait, d'essayer de voir un peu à quoi peut ressembler l'appartement une fois rénové. Et tu as ce rôle de trouver les bons artisans, de leur expliquer un peu ta vision, à quoi tu veux que l'appart ressemble. Donc, ce rôle de chef de chantier, entre guillemets, c'est pas difficile, du coup, cette partie-là ? En fait, ça, c'est... Alors, tout ce qui est comme ça, c'est venu par la suite, après, à force de faire... j'ai fait le premier appart, j'ai fait le deuxième, et en fait, quand j'ai vendu le premier appartement, je me suis dit, parce que du coup, je l'ai vendu pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas assez rentable, et je me suis dit je vais pas le vendre comme ça parce qu'il était pas non plus hyper beau même si j'avais fait quelques travaux mais comme j'avais pas les moyens j'avais fait 500 € de travaux donc pour un 45 mètres carrés 500 € c'est juste repeindre et puis j'avais une cuisine qui était un peu mieux mais voilà ça n'allait pas et je me suis dit par contre j'avais bien compris que comme je m'intéressais vachement j'étais tout le temps sur le Bon Coin que plus l'appartement est beau, plus on veut le vendre cher. Si on peut le vendre cher, c'est logique. Donc, je me suis dit, j'ai regardé combien j'avais sur les comptes, j'avais 6 000 €. Et je me suis dit, ok, j'ai 6 000 € pour faire 45 mètres carrés, je me débrouille. C'était 45 ou 48 mètres carrés en loi Carrez, donc il était un peu plus grand, il faisait 60. Et donc, 6 000 €, c'est pas énorme, mais je me suis dit, on se débrouille avec ce qu'on a. Du coup, j'ai vraiment essayé de faire que ce soit visuellement hyper beau. Et en fait, l'appartement, je l'ai revendu et j'ai fait 60 000 € de plus-value. Yes. Avec un appart qui était dit comme ça fait rêver, hein. Et j'avais jamais eu autant d'argent sur mes comptes à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai 60 000 €. À l'époque, du coup, j'avais peut-être 22, 26, je devais avoir 26 ans. J'avais 60 000 € sur mes comptes. Et là, je me suis dit, mais le pouvoir des travaux. Le pouvoir. Ça veut dire que j'ai mis 6 000, j'ai pris 60. En fait, je me suis dit, mais alors là, c'est sûr qu'il faut que j'aille dans l'immobilier. Là, je me suis dit, mais l'immobilier, il faut y aller. Pourquoi on fait chier à aller travailler dans un truc qu'on n'aime pas alors que je viens de prendre 60 000 € en une journée. Donc, incroyable. C'est vrai que c'est énorme. C'est énorme. C'était comme une folle, quoi. Je me suis dit, mais je pensais même pas, limite de ma vie, avoir autant sur un compte. Enfin, pour moi, c'était complètement fou. Donc, c'est là où s'est fait la transition, en fait. Là, je me suis dit, mais l'immobilier... c'est ça quoi, c'est sûr quoi. Je connais surtout que moi à la base j'ai un BTS que j'ai loupé. Enfin, je pense que je suis peut-être maligne, mais j'ai pas les diplômes. Donc en gros, comment on fait pour bien gagner sa vie sans être avocat ou médecin ou voilà. Moi, j'avais pas toutes ces études là, donc je me disais faut vraiment être des merdes quoi. Et l'immobilier finalement, t'as besoin de aucun diplôme à part d'être malin. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en 2022, il y a tellement d'autres métiers aussi qui te permettent de gagner plus qu'un avocat ou qu'un médecin, juste en étant un petit peu malin. C'est sûr, parce que maintenant, franchement, avec tous les réseaux sociaux,
il y a des trucs de fou à faire, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut même plus se projeter comme avant, où les profs te disaient, faut que tu travailles bien, sinon tu seras éboueur. Ils disaient tout ça. Enfin, Ouais, je sais pas, c'est je vrai. comprends même pas le principe de dire ça, déjà. C'est clair. C'est horrible, quoi. Enfin, je C'est comprends horrible, pas. ce type de propos. C'est Mais on a horrible. tous entendu ça un jour dans notre vie, quoi. Tout Mais à on se dit, mais fait. pourquoi enfin, et en plus, aujourd'hui, je pense que même au niveau de l'école, ils sont pas mis à jour par rapport à Mais tout. tellement pas. Tellement pas. Aujourd'hui, en gros, c'est quelle est ta passion? Bah, fais-en un business. C'est ça. Et Moi, d'ailleurs, tu le dis, ça. oui. Mais ça, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que tu adores faire dans la vie? Et ben, ok, ben, on va voir si y a quelque chose à faire avec ça. Et il faut se mettre à fond. Et puis, je pense que quand on est passionné en plus par quelque chose, On le fait bien. ben, on y arrive. C'est Voilà, ça, c'est on ça. le fait bien. Et il y a de la place pour tout le monde tant que tu le fais avec amour, avec passion et que tu développes tes compétences en fonction de ce que tu as besoin et ce que tu vas de toute façon faire naturellement, tellement que ça va t'intéresser ce que tu fais, tu vas réussir et tu vas de là développer des ressources financières. C'est tellement vrai. Plus tu es aligné avec toi-même, plus les choses, elles coulent de source et arrivent dans ta vie sans même que tu les aies demandées. C'est moi, il y a des choses là, même avec Instagram. Je suis arrivée sur Instagram, c'était pas du tout. Je me suis pas dit je vais former des gens et tout ça. Je me suis pas dit ça du tout. Je me suis dit je vais échanger avec des gens qui ont la même passion que moi et qui font ce que je fais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, donc je suivais des gens où il y avait marqué IMO, voilà, dans leur pseudo. Mais je me suis rendu compte après que c'est des gens qui veulent faire la même chose que moi, mais qui le faisaient pas encore. Et là, je me suis dit, bah en fait, j'ai vu que tout le monde me demandait comment j'avais fait. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai fait un truc de ouf. Parce que moi, mes parents, ils voyaient, ils me disaient que c'était bien, mes potes, ils me disaient que c'était bien, mais comme tout le monde s'en fout de l'IMO autour de moi, du coup, en gros, bah, c'est bien, mais c'est tout. Et je suis arrivée sur Instagram et genre, les gens me disaient, waouh, mais je veux faire pareil, je veux faire pareil. Et là, je me suis dit, mais là, je pense que, ouais, j'ai vraiment réussi un truc dans l'IMO, quoi. C'est clair. Et c'est suite à cette belle vente, donc avec cette plus-value de 60 000 euros que tu as lâché vraiment les marchés, etc. Ou tu avais déjà lâché les marchés? Ouais. Là, je me suis dit, à ce moment-là, déjà, je me suis dit, bah, l'IMO, faut y aller à 100%, quoi, déjà. Il y a plus de doute. Et en fait, pendant que j'étais au marché, donc à peu près en parallèle, c'était à peu près au même moment que j'ai vendu l'appart et que qu'on me parle de cette fameuse Élise Franck où je lis son livre. Et du coup, où ça me fait un déclic parce que elle vit clairement de l'immobilier sans avoir eu d'héritage ou de choses comme ça, parce que souvent on se dit quand on est rentier, c'est que notre famille avait déjà de l'argent d'avant, du coup on a hérité des apparts et en général les rentiers, on se dit ils ont eu un héritage. Et du coup, moi autant te dire qu'il n'y a pas du tout d'héritage qui viendra de nulle part. Donc du coup, je me suis dit en fait, si elle l'a fait, je suis capable aussi de le faire. En fait, je me suis dit moi, à partir du moment où, en tout cas, je crois que quelqu'un était capable de faire quelque chose, si moi vraiment je veux le faire aussi, étant donné qu'elle n'avait pas de compétences particulières, exceptionnelles, voilà, elle était comme tout le monde. Donc je me suis dit ok, on va faire en sorte de le faire. Et là, je me dis je continue les marchés avec ça en tête, mais c'est comme quand j'étais vendeuse au Luxembourg, c'est entre le savoir qu'on peut faire autre chose et puis passer à l'action et arrêter les marchés et vraiment faire autre chose. Étant donné que les marchés, ça m'apportait quand même un confort financier qui me permettait de payer. J'avais toujours ma maison à 1 200 € par mois à ce moment-là. Donc, je l'avais pas encore vendue. Donc, en fait, fallait déjà que je gagne au moins ça, plus après tous les à côté. Donc je me suis dit, j'ai essayé d'analyser le marché, mais je savais pas trop. Et un jour, j'ai une autre personne encore des marchés qui vient me voir et qui me dit, il m'explique qu'il a eu un héritage de ses parents de maisons. Et 2 maisons collées, il en a gardé une pour lui habiter et l'autre, il la loue en location saisonnière à des travailleurs. Et ça fait un carton, il loue des gens tout le temps. Enfin, il refuse des gens tellement il a de demandes et tout. Il me dit les prix qu'il fait. Il est à peu près, je sais pas, à l'époque, ça devait être 80 € la nuit, 90 € la nuit. Enfin, c'était énorme. Du coup, mais je lui dis, mais comment c'est possible? Et en fait, j'ai fait toutes les recherches. Et effectivement, parce qu'il m'a dit, oh, mais regarde, j'ai un site. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui font ça et tout. Donc, j'ai commencé à tout rechercher. Et j'ai vu qu'effectivement, ça faisait un carton, que tout le monde était blindé, qu'il y avait beaucoup de demandes et tout. Donc, la location saisonnière, à l'époque, c'était pas connu comme maintenant. C'est-à-dire que Airbnb, en France, je sais même pas si c'était déjà vraiment sorti, quoi. Moi, je le connaissais pas, en tout cas. Et du coup, donc j'ai fait mes calculs en fonction de ça et j'ai vu que si tout ça c'était vrai, j'avais besoin d'avoir que 3 appartements pour en vivre.
Du coup, je me suis dit, c'est génial, je vais faire ça. Et là, je me suis mise à chercher. J'ai trouvé une maison que je pouvais diviser en 3, qui était déjà presque comme 3 appartements, en fait. C'était les maisons anciennes où il y avait encore les enfants qui vivaient toujours avec les parents, avec les grands-parents et tout. Donc, il y avait déjà 3 étages avec les cuisines. Et du coup, j'ai trouvé cette maison et j'ai été voir cette personne en lui disant, écoute, est-ce que tu veux investir avec moi? J'ai trouvé quelque chose, j'aimerais faire la même chose. Est-ce que tu veux investir avec moi? Il me dit non, parce que lui, il allait partir en retraite et il était plus dans cet état d'esprit de vouloir continuer. Mais moi, ça m'arrangeait pas parce que je me suis dit, comment je vais faire pour avoir le crédit si je suis seule? Eh oui, tout à fait. Et du coup, en fait, comme j'avais réussi à faire une bonne affaire parce que la maison, elle était en vente depuis 2 ans. Donc, en fait, elle était en vente à 400 000, ce qui n'était pas du tout dans mon budget. Hein. Et j'ai fait une proposition à 270 et c'est passé. Mais non. Ouais. Bon, après, la maison, elle était en ruine. Et en fait, c'était 3 frères qui avaient eu l'héritage. Les 3 frères ne se parlaient plus. Il y en avait un dans le sud, enfin, ils étaient plus du tout proches. Et du coup, ils m'ont pas dit oui direct. Hein. J'ai même pensé qu'ils allaient dire non. Et finalement, comme ils ont vu que c'était ça ou rien, puisque moi, si c'était pas cette maison, c'était autre chose, quoi. Enfin, et finalement, ils ont accepté. Donc du coup, 270, c'est vraiment. En plus, à la base, elle était à 450 000. Ils avaient eu une offre à 400 qu'ils ont refusée. 6 mois après, ils ont remis à 400 et l'autre personne n'était plus intéressée. Et en fait, après, pendant 2 ans, c'est resté à 400 000 sans avoir de visite, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il était temps de s'en débarrasser pour eux aussi. Voilà, c'est ça. Puis leur vie en dépendait pas, quoi. C'était juste un héritage, en fait. Ah, c'est ça. En fait, souvent, c'est là où on fait. Moi, j'ai beaucoup acheté quand c'était des héritages parce que, comme les héritiers, ils ont moins cette valeur sentimentale parce qu'en plus, c'est pas eux qui l'ont payé le bien. C'est ça. C'est ça. Ils se disent pas, ouais, mais j'avais payé tant, donc je veux au moins récupérer, ou je veux, voilà. Enfin, ils pensent pas du tout ça. Ils savent même pas combien ils l'avaient acheté à l'époque. Enfin, ils savent rien, quoi. Ouais, ils veulent plutôt régler le problème le plus rapidement possible. Là, dans ce cas-là, c'était ça. C'est fou. Du coup, j'ai eu une superbe occasion, et ce qui a fait que, du coup, derrière, pour avoir le crédit, comme c'était aussi une bonne affaire, ça a aidé, quoi. Mais évidemment. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, tu fais de la rénovation et tu revends derrière en faisant une plus-value, mais tu as aussi des locations courte durée, des appartements en location courte durée et longue durée, j'imagine. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que t'as. Alors, je revends pas trop. Je revends des biens, mais que j'ai à chaque fois depuis minimum 4 ans, un peu. Ça veut dire que pour moi, je suis pas marchand de biens. À la base, quand j'achète, c'est pas pour revendre. D'accord. Mais comme, forcément, hein, plus on a de l'expérience, plus on fait des bonnes affaires. Et plus on fait des bonnes affaires, plus les premiers biens qu'on a achetés sont moins rentables que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, les premiers que j'ai achetés, au fur et à mesure, je les vends parce qu'ils valent moins le coup que ceux que je fais aujourd'hui. Donc, et puis comme ça me permet de rentrer un peu de trésorerie et de tourner un peu. Parce que mon but, c'est pas d'avoir 150 apparts. Moi, mon but, c'est juste d'être très à l'aise financièrement avec les apparts, peu importe que j'ai 2 immeubles ou que j'en ai 25, quoi. Oui, bien sûr. Puis en plus, c'est même... tu nous expliqueras tout à l'heure si t'es encore toute seule ou si t'as une équipe maintenant, mais c'est beaucoup de gestion, quoi. C'est ça. Moi, je veux vraiment pas avoir 100 appart. Hein. C'est vraiment pas du tout... parce que souvent, on me pose la question, du coup, ton but, c'est combien? Moi, j'ai pas de but en termes de chiffre d'appartement. Même en termes financiers d'appart, j'ai pas de but. Moi, à la base, je voulais juste être à l'aise financièrement. Et puis aujourd'hui, je fais pas attention, quoi. Je saurais même pas dire combien je rentre de loyer par mois. De tête, je sais même pas. Et non, parce qu'en plus, comme c'est beaucoup de locations saisonnières, donc ça peut fluctuer. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai un petit peu de location nue à l'année, un peu de location meublée à l'année et beaucoup de saisonniers. D'accord, c'est ça qui fonctionne le mieux. Le saisonnier, on peut louer... Alors, en moyenne, selon les chiffres en France, ils disent 3 fois plus cher qu'une location annuelle. Maintenant, moi, je fais encore un peu plus cher parce que j'essaye d'avoir aussi avec des prestations haut de gamme, des choses comme ça. Donc, du coup, ça fait encore plus cher. Ah ouais, d'accord. Ok. Et aujourd'hui, tu as quand même une 30aine d'appartements, c'est ça? Exactement. Et combien de transactions tu fais en moyenne par an entre tes reventes et tes achats? Pas tant que ça, parce que comme j'achète des immeubles... Donc, oui, ça, je sais que ça, c'est le nouveau truc, ça. Voilà. Donc, ça fait une transaction, mais il peut y avoir 4 apparts dedans. Ah mais sinon, en moyenne, par an, je dois être... la moyenne, ça doit être un achat un achat et une vente, en général. En ce moment, parce qu'en fait, à un moment, j'ai fait plus parce que j'avais pas assez. Donc, il fallait que j'accélère. Au tout début, en un an, j'étais capable d'acheter
sur les 2 premières années, c'est simple, sur l'année et demie, j'ai acheté 6 apparts. Ah ouais. Ouais. Eh ouais, quand même. Mais aujourd'hui, je fais plus. Enfin, si je pourrais acheter un immeuble de 6 appartes. Ouais. En fait, aujourd'hui, j'achète des plus gros lots. En fait, ça veut dire que j'ai qu'une transaction, mais il y a pas mal de choses dans le lot, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est quand même très cool de prononcer cette phrase. Non, mais moi aujourd'hui, j'achète des immeubles. Parce que tout de suite, on s'imagine des trucs de fou. Mais en fait, effectivement, non, après, j'ai fait des petits apparts. Voilà. Ça veut dire que j'aime pas les grands. En fait, par exemple, une barre d'immeuble, à moins que vraiment ce soit un coût, il y a vraiment un coût à faire, je suis capable. Mais sinon, franchement, je privilégie, j'ai des immeubles, par exemple, à partir de 2 apparts. Et le plus gros que j'ai, il doit avoir 5 apparts. D'accord, ok. Et donc, l'objectif, tu rénoves à chaque fois ou pas forcément? Des fois, tu achètes des trucs qui ont juste besoin d'un petit coup de peinture? Depuis que j'ai compris comment ça marchait, je rénove à chaque fois. Avant, j'étais capable d'acheter un appartement neuf en loi Pinel, tu vois. Et ça, c'est pas le bon plan, en fait? Non. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, alors, c'est pas le bon plan. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi, comme je voulais en vivre, c'était pas le bon plan. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut pas s'embêter, qui veut juste payer moins d'impôts, ok, alors il achète en Pinel, effectivement, il aura une défiscalisation et voilà. Mais en fait, il faut savoir que Pinel, ça veut dire que ça va être un appartement neuf. Les appartements neufs et Pinel coûtent beaucoup plus cher que le prix du marché standard. Donc déjà, on surpaye l'appartement et ensuite, on peut pas le mettre au prix qu'on veut en termes de loyer. Plus, moi, le conseil que je donne, et c'est pour ça que je peux louer plus cher mes apparts, c'est de faire du plus beau. Mais en fait, là, comme on achète du neuf, tout est déjà fini. Donc en gros, on va pas commencer à changer la cuisine et la salle de bain alors que c'est neuf. Donc du coup, comme on est coincé en plus au niveau du loyer, ça sert à rien de faire du plus beau parce qu'on va pas pouvoir louer plus cher. Et au niveau de la revente, pareil, il y a des années à respecter pour pouvoir bénéficier de cet abattement d'imposition. Donc on doit pas normalement revendre à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'on se retrouve à tous vendre l'appartement dans l'immeuble au même moment. Donc on a tous les concurrents au même moment qui ont le même appart. Ah oui, tout à fait. Donc en gros, vraiment, si vraiment on veut être vraiment un investisseur, faut pas faire ça. Maintenant, si plutôt que de rien faire, vaut mieux acheter ça. Voilà, en gros. Ouais, ok. Plutôt que de pas acheter du tout et de rien faire et d'être chez soi, voilà, comme ça, vaut mieux acheter un appart en Pinel. Mais si on veut vraiment investir et le faire bien, alors faut pas acheter ça. Ouais, bien sûr. Et pour revenir aussi sur, tu nous parles donc de ta communauté Instagram, comme quoi t'as commencé sur Insta et que ça a pris, d'ailleurs ça a vachement bien pris parce que t'as une super belle communauté aujourd'hui. Là surtout depuis peu là, Instagram m'ont vachement mis en avant, donc ils ont vu que les gens ils adhéraient ou je sais pas, mais je crois que depuis le début de l'année c'est simple. Au début de l'année j'étais à 16 000 abonnés, aujourd'hui je suis à bientôt 75 000. Donc... Et t'as fait des pubs ou même pas? C'est genre une grâce venue de... un euro de pub. Ah ouais? J'ai jamais mis 1 euro de pub. C'est incroyable, incroyable. Ouais. Félicitations, encore une fois, bravo. Merci. Et du coup, je pense que quand on est à fond dans notre truc, en fait, bon, après, Instagram, je l'ai pas sorti hier, hein, donc en fait, ça fait peut-être 3 ans ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que le travail, il paye, et quand on est animé par ce qu'on fait, les gens le ressentent et derrière, il se passe des trucs cool pour nous, quoi. Bien sûr. Et puis des fois, t'as des posts qui explosent, des réels, des trucs comme ça. Exactement. Puis ça va tout seul, quoi. J'ai une vidéo là qui a fait 3 500 000 vues. Ah, mais voilà! Oh, je vais faire la même, je vais faire un copier-coller de ta vidéo, alors. Je sais pas ce que t'as fait, mais... En un mois, j'ai pris 30 000 abonnés. Ah ouais, c'est magique, ça. C'est génial. Ouais. C'est génial. Là, quand ça se passe comme ça, c'est quand même très, très bon. C'est très agréable. Là, je me dis, c'est cool parce que, mais en fait, ça, c'est, d'ailleurs, dans l'immobilier, c'est pareil. Je me dis, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivée sur Instagram quand c'était déjà compliqué de réussir sur Instagram. Ouais. Parce que Instagram, au tout début, les gens, ils prenaient des abonnés facilement parce qu'il y avait beaucoup moins d'utilisateurs et tout ça. Donc, dès que tu faisais un truc un peu différent, ça marchait. Aujourd'hui, les utilise quasiment tout le monde à Instagram. Et il y a beaucoup de monde dans le monde un peu professionnel avec des comptes pro, qui essayent de percer. Et, du coup, moi, j'ai commencé quand c'était déjà dur. Donc, ça me choque pas que ce soit dur, entre guillemets, puisque j'ai connu que ça. Sauf que si le pic que j'ai pris là, je l'avais pris au début, et que si j'avais pris 30 000 abonnés d'un coup, et qu'après, pendant 2 ans, ça n'avance plus, j'aurais pu lâcher l'affaire. Mais comme j'ai commencé, ça a toujours été dur, donc ça me choquait pas. Et l'immobilier, c'est pareil. C'est des fois, si on a hérité tout de suite de nos parents, qu'on a eu tout de suite l'immobilier, on se dit, pourquoi je vais aller chercher d'autres? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur. Là, j'ai eu ça, donc je m'arrête à ça et tout. Sauf que moi, j'ai galéré depuis le début. J'ai fait des mauvais investissements. J'arrivais pas à avoir le crédit. J'arrivais pas. Donc finalement, c'est normal pour moi. Je sais que ça finit sur quelque chose de cool, mais qu'il faut persévérer, en fait.
Mais carrément, carrément. Et c'est ce que tout le monde répète sur Instagram. Si tu développes ton business, il faut pas lâcher. Même si c'est difficile, à un moment donné, tu as un post qui explose, tu as ta communauté qui commence à prendre. Et c'est comme ça, faut persévérer. C'est sûr que si on se dit, ah ben non, trop dur, tu vois, et qu'on lâche, bah oui, là, c'est sûr qu'il se passera rien. Mais il faut se remettre en question. Peu importe ce qu'on veut faire, si on veut vraiment aller le chercher, il faut rien lâcher. Ouais. Si on lâche rien, moi, j'en suis persuadée que si on ne lâche jamais, on finit par réussir. Ouais, non, mais je suis assez en accord avec toi là-dessus. Et du coup, donc aujourd'hui, tu coaches, tu formes des gens à devenir comme toi, rentier immobilier. Et ta promesse, c'est vivre de l'immobilier en 2 ans. Alors, c'est quoi la méthode? Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux un petit peu nous expliquer les étapes de ce coaching ou de cette formation? Je sais pas trop ce que tu proposes. Alors, en fait, c'est une formation en ligne où, je pensais jamais sortir une formation un jour. Hein. Si on m'avait dit, tu vas former des gens, j'ai dit, ah bon, parce que j'ai pas trop de compétences. Mais en fait, justement, en venant sur Instagram, on me l'a demandé, cette formation. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, apparemment, ils veulent une formation. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire une formation? Parce que moi, je suis pas du tout formée à ça. Je sais pas comment on fait. Et donc, il y a eu le premier confinement. Donc là, je me suis dit, bon, c'est le moment, du coup. Et je me suis dit, c'est simple. Je vais prendre toutes les étapes. Moi, comment je fais? Si là, demain, je veux trouver un bien, comment je fais? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que je fais à chaque fois? Et donc, dans la formation, je me suis dit, toutes les étapes, je vais les remettre. Donc, déjà, comment je pense, ça, c'est obligé de passer par le côté mindset parce que je pense que ça fait énormément. Et si tu comprends qu'il faut jamais que tu lâches, voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça, comme ce qu'on parle depuis le début du podcast. Si déjà tu comprends ça, ça va beaucoup t'aider. Complètement. Et ensuite, et même de comprendre que c'est pas grave si tes parents ils ont pas d'argent et si t'as pas des grandes études et si t'as pas 100 000 euros sur un compte, enfin c'est pas du tout l'important. Donc du coup donc j'explique ça et ensuite on passe au concret et là je dis comment on fait pour déjà on définit sa stratégie. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut juste gagner un petit peu d'argent en plus de son salaire ou est-ce qu'on veut juste investir pour que nos enfants héritent après ou est-ce qu'on veut vraiment gagner de l'argent et vivre de ça? Donc en fonction de ça, voilà ce qui s'offre à vous au niveau des locations. Comment on fait pour analyser un marché? Comment on fait pour trouver un bien rentable? Comment on fait pour visiter? Qu'est-ce qu'on regarde? Comment on fait pour négocier un bien? Parce que ça, c'est très important, la négociation. Comment on fait ensuite pour avoir son crédit à la banque? Parce que si on n'a pas de crédit, tout s'arrête là, quoi. Donc, comment on présente son dossier face au banquier? Comment on monte un dossier béton? Comment on gère les travaux? Comment on trouve un locataire et pour être sûr qu'il nous paye? Comment on fait pour mettre notre loyer plus cher que les autres? Enfin, voilà, que des sujets comme ça. Et j'explique tout. Il y a une 20aine d'heures de vidéos et j'explique tout ce que, en fait, comment moi je pense pour trouver mes biens, tout simplement. C'est génial. Et aujourd'hui, t'as coaché combien de personnes à travers cette formation? On a dépassé les 1000 là. C'est top, c'est vraiment top. Et attention, question, est-ce qu'aujourd'hui tu vis mieux de tes ventes de formation et de tes conférences ou de tes biens immo? Alors, ça c'est, comment expliquer? Pour moi, ça n'a rien à voir parce qu'il y a des moments. Par exemple, sur un mois, ça peut être mieux les formations. Ouais. Par contre, attention, les formations, peut-être dans 3 ans, ça peut s'arrêter. C'est vrai. Alors que l'immobilier, ça reste tout le temps. C'est-à-dire que même si demain, je gagnais 10 fois plus avec les formations, je prendrais toujours cet argent-là pour investir dans l'immobilier. Ouais, parce que c'est plus safe. Ah, mais sur le long terme. Alors là, j'ai aucun doute. Hein. Ça, c'est à chaque fois, je vais investir proportionnellement, de me dire, en fait, même si ça peut être les formations, ça pourrait être n'importe quel autre sujet. Si je rentre de l'argent à un moment, c'est qu'il faut l'investir dans l'immobilier. Parce que je sais que ça me permet de dire, on part sur quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être sécurisé. L'immobilier, ok, il peut avoir des hauts, des bas, voilà, mais sur du long terme, ça augmentera toujours. Et c'est de la pierre, je le vois, voilà, c'est là. En plus, les banques, ils prêtent. Donc, en gros, t'as pas besoin d'avoir 1 million d'euros sur un compte pour qu'ils te prêtent 1 million d'euros. Donc, avec les formations, c'est pas ça. Enfin, les formations, tu vends ta formation et voilà, t'as quand même émis un travail. Enfin, c'est quand même rien à voir, en fait. Par exemple, demain, je veux arrêter de travailler, les formations, j'en vends plus. Tout à fait. Alors que l'immobilier, ça me rapportera encore des loyers. Ouais, et en plus, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde aussi où c'est important de penser différemment, comme on le disait un petit peu tout à l'heure. Donc, on n'a plus un salaire pour un travail. Il faut essayer un petit peu d'avoir des revenus qui viennent de différentes sources. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est très important d'ailleurs parce que on sait jamais, en fait. On sait jamais ce qui se passe. Par exemple, là...
moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que l'immobilier, mais déjà, l'immobilier, je fais pas que du saisonnier. J'ai aussi du meublé à l'année, du nu à l'année. Et de temps en temps, j'en revends aussi, donc ça me rapporte de l'argent. Ensuite, avec mon conjoint, parce qu'il est artiste, on a ouvert une galerie d'art au Luxembourg. Et à côté, il y a aussi les formations. Donc, en fait, finalement, il y a les événements, voilà. Donc, ça permet un peu de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je pense que l'immobilier pourrait suffire, largement. Enfin, pourrait suffire, ça veut dire qu'on est quand même en sécurité, puisque de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on peut le faire dans l'immobilier déjà. Complètement. Parce que faire un peu de vente, un peu de location nue, de location meublée, de location saisonnier, même si la location nue à l'année, je la recommande pas spécialement, mais moi j'en ai un ou deux comme ça, mais sinon c'est vraiment saisonnier ou meublé à l'année. Après on peut faire aussi du commercial, enfin voilà. Et du coup, pour moi c'est quand même important de faire ça parce que si demain, par exemple, quand il y a eu le Covid, donc moi les locations saisonnières, ça a fait un carton parce que comme je vise des travailleurs qui travaillent dans des usines qui font tourner un peu aussi la France. Donc, en gros, j'ai plein de gens qui ont été confinés dans mes apparts. Donc, j'ai même gagné plus d'argent pendant le Covid que hors Covid. Mais ceux qui ont des locations saisonnières dans le sud, par exemple, forcément, il n'y avait plus de touristes. Donc, d'où l'importance d'avoir aussi un peu à l'année, parce que du coup, tes locations à l'année, elles continuent, quoi. Exactement. C'est important, ouais, c'est très important ce que tu dis. Et ça me fait penser, donc là tu me parles d'appartements dans le sud, d'appartements près de chez toi. Qu'est-ce que tu recommandes de faire? D'acheter près de chez soi au début peut-être, c'est peut-être plus simple, et ensuite tu peux faire des achats partout en France, même à l'étranger? C'est exactement ça en fait. Moi, ce que je recommande, alors, sauf excepté ceux qui vivent au centre de Paris et du coup, ça peut être tendu, quoique il y a quand même, j'en vois quand même qui font des bonnes affaires aussi à Paris, mais c'est peut-être plus compliqué pour la recherche, donc on peut un peu écarter un peu la zone de recherche. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de biens entre Metz et Luxembourg parce que pour la simple bonne raison qu'au tout début, je vivais à Metz et ensuite à Luxembourg, donc en fait, ça reste dans le même coin. Et après, j'ai commencé, par exemple, j'ai acheté un appartement au Portugal, donc du coup, voilà, là, c'est vraiment à l'autre bout Et je pense que c'est important de commencer au début près de chez soi parce que ça permet aussi de savoir, comment ça se passe en fait. Parce que même quand on achète éloigné, c'est bien de savoir la personne qui va gérer le bien, quelle qualité elle doit avoir finalement. Et pour savoir ça, il faut l'avoir fait aussi un peu nous-mêmes. Donc, je conseille quand même au début investir proche de chez soi et le faire soi-même. Moi, j'ai commencé, j'ai fait un peu les ménages, j'ai fait les check-in, check-out pendant plus de 2-3 ans avant de déléguer. J'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui marchait moins, ce qui m'a donné une facilité pour embaucher une personne qui correspondait à mes attentes en fait. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on dit ne jamais déléguer des missions ou un job, enfin voilà, bref, t'as compris, ne jamais déléguer si tu ne sais pas, si tu ne l'as pas fait toi-même. Voilà, c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, tu as une équipe? Une équipe de une personne. D'accord. On est deux, c'est une équipe. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et comment tu fais? Pardon, vas-y, je t'en prie. Ah, pas de problème, pas de problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une personne qui s'occupait de tout ce qui est petits travaux. Donc, c'est pas les artisans avec qui j'ai l'habitude de travailler pour faire les gros chantiers. C'est vraiment quelqu'un qui venait s'il y avait une fuite à un évier, s'il y avait une lampe à changer. Enfin, voilà. Et finalement, je le sentais tellement impliqué que je lui ai proposé qu'on travaille vraiment ensemble sur du long terme et qui gère qui répondent même sur les plateformes de location, qui fassent tout, enfin qui s'occupent de A à Z du client et il reçoit un pourcentage du chiffre. Trop bien. Voilà. Et comment tu fais pour gérer tes apparts qui sont pas près de chez toi? C'est lui. C'est lui. Qui gère ça. Ok, d'accord. Voilà, Ok. Parce que comme j'ai au moins 90% qui se trouvent à peut-être 20 km de diamètre, quoi, peut-être. Donc finalement, c'est donc une seule personne, ça suffit, quoi. Parfait, c'est top. Franchement, bravo. J'ai vu un post aussi, puisque j'ai un petit peu regardé des choses sur toi, qui m'a interpellée, et c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire à travers ton témoignage. C'est un post à Disneyland, donc je pense que j'ai même pas besoin de t'en dire plus. Tu dis que t'as entendu des gens dire à Disneyland ah là là, demain c'est le retour à la vraie vie. Ouais. Qu'est-ce que ça, voilà, je te laisse continuer. Parce que je trouve que c'est très intéressant, ce que tu écris en fait dans ce post, c'est hyper important.
En fait, et ça, on le voit, mais tellement souvent, mais partout, parce que là, j'étais à Disneyland, donc avec mon conjoint et mon fils. Mais combien de fois j'ai entendu des gens qui disaient profite bien aujourd'hui parce que demain, ça va pas être pareil, retour au travail, retour à l'école. En plus de mettre ça dans la tête des enfants, enfin, c'est vraiment un truc, c'est pas cool. Et on entend souvent, même les gens qui sont en vacances, qui disent ah, profite, ou alors on croise des gens et on repart travailler, ils disent ah bon courage. Et en fait moi tout ça, mais c'est horrible. Oui, c'est clair. Je me dis, mais bon courage, putain, mais t'es pas en train de, là on dirait que tu vas faire un truc de ouf, genre une opération de malade, je sais pas. Mais non, tu vas juste faire ta vie normale que tu fais chaque jour. Donc, et du coup je me dis mais là c'est là qu'il y a un problème sur l'état d'esprit en fait. En gros, moi, j'ai tout fait pour que ma vie, justement, que j'ai pas besoin de me dire profite maintenant parce que demain c'est la merde. Non, j'ai envie de me dire, mais tous les jours, bah c'est cool. Et même quand je suis en vacances, je suis trop contente de rentrer aussi, en fait. Pareil. J'ai pas besoin de ces vacances pour décompresser, en fait. Et encore, nous, on voyage beaucoup parce que même dans le cadre de son travail, mon conjoint, comme il fait des expos, des choses comme ça, donc on va un peu partout. Mais en gros, jamais on se dit on a besoin de vacances, ça n'existe même pas dans notre vocabulaire. Même des fois on fait faut repartir là, putain tu veux pas un peu décaler qu'on reste un peu à la maison quand même parce que donc et je pense que en plus ça c'est une vie qui est offerte à tout le monde, sauf que beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas. Mais oui. Et ça c'est trop dommage en fait. Oui, beaucoup de gens pensent que c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important de dire, mais regardez les gars, elle est partie de rien, elle avait pas un rond sur son compte en banque, elle s'est forgé un état d'esprit, elle a pris des risques, et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est sûr que si on se dit, ah mais non, c'est pas possible, moi je peux pas, et puis si j'ai pas de CDI, c'est la merde, et puis j'ai des enfants, et puis machin. Non, tout ça c'est des fausses excuses. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, tu dis aussi, tu dis qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quelle est ta passion, essaie de passer du temps là-dessus, le moindre temps que tu as, mets de l'énergie dans ces recherches-là pour essayer de construire un projet autour de ta passion, et tu verras que de fil en aiguille, tout va se déclencher tout seul, en fait. C'est exactement ça, mais à 1000%. Et je reprends encore une... Vas-y. Ouais, je t'écoute, vas-y. Je reprends encore une de tes phrases, parce que je me suis noté pas mal de phrases, parce que t'as pas mal de bonnes phrases qui, en tout cas, moi, me parlent énormément. Tu dis, si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un t'embauchera pour construire le sien. Ouais, ça c'est une phrase c'est pas la mienne, c'est une citation. Enfin, je l'utilise souvent. C'est une citation. Alors, je voudrais pas dire de bêtises de quelqu'un de très connu. Maintenant, je suis tellement dans les citations moi que je sais même plus de la personne. Mais c'est en fait, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, les patrons, qu'est-ce qu'ils font finalement? En fait, les salariés travaillent pour quelqu'un qui a un rêve, lui, de peu importe dans quelle boîte ils font, peu importe le patron, lui, il a un rêve de dire, moi, ma société, j'ai envie de l'emmener là. Et en gros, c'est les salariés qui l'aident. Donc, finalement, tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Juste pour de l'argent. Tout à fait. Sauf que l'argent, pour moi, ça doit pas être ça qui doit dire, c'est gage de réussite, voilà, on veut ça et c'est pour ça qu'on va travailler. En fait, t'imagines le temps qu'on échange juste pour avoir de l'argent. Mais l'argent, en fait, tu peux en avoir aujourd'hui, moins demain. Enfin, t'achètes un truc. Enfin, dans le fond, je trouve que c'est pas ça l'important, en fait. C'est d'aimer tous les jours ce que tu fais. Et en fait, l'argent, il viendra automatiquement, même sans que t'aies besoin de penser à ça, en fait. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et malheureusement, nous, aujourd'hui, notre critère majeur de réussite, c'est le matériel. C'est en Occident, hein, je parle. C'est ce qu'on possède matériellement. Tu vois. Même à l'école, ils disent, pour bien gagner ta vie, il faut que tu fasses des grandes études. Oui, mais en fait, est-ce que moi, j'ai des potes, ils sont médecins ou avocats et ils font ça depuis 10 ans et aujourd'hui, ils en ont marre. C'est ça, on devrait commencer par dire, pour être heureux, voilà ce que je vous conseille de faire. C'est ça. Ouais, vraiment. Et là, mon fils rentre à l'école dans quelques jours et je t'avoue que j'ai un peu la boule au ventre parce que je sais que le système éducatif ne me plaît pas du tout. Et... Moi, j'ai tout fait, j'ai essayé Montessori, j'ai tout fait pour mon fils. Mais bon, en fait, il y a pas de recette miracle. Hein, de toute façon. Je pense que c'est déjà nous ce qu'on leur enseigne à la maison, quoi. Enfin, dans notre état d'esprit qui est important parce que dans tous les cas, les profs. Après, dans les écoles plus secondaires, machin, peut-être, mais là, dans les écoles primaires et tout, c'est la mentalité entre les profs. Et moi, je vois bien, hein, tous les profs que j'ai rencontrés, on n'est pas dans le même truc, en fait. C'est pas fait pour les entrepreneurs, en fait. Tu vois. Exactement. C'est que, du coup,
je sais pas, c'est trop. Moi, mon fils, il est déjà venu en pleurs parce que la prof lui a dit qu'il écrivait mal. Oui, ok, mais en fait, est-ce que c'est très important là tout de suite? Enfin, non. Donc, en gros, alors qu'il est surdoué et qu'il est premier de la classe. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter ça, quoi. Enfin, et moi, à chaque fois, je lui dis, enfin, c'est lui qui se met la pression pour avoir des bonnes notes. Enfin, il aime bien en fait, mais en gros, moi, je m'en fiche un peu. Ouais, ça c'est triste aussi. Vaudrait mieux les apprendre à se challenger avec eux-mêmes plutôt que se challenger avec les autres. Mais ça, on l'apprend plus tard aussi. Les autres, c'est pas tes concurrents. Bien au contraire, t'es pas là pour être en compétition avec les autres. Enfin, moi, c'est pas du tout mon état d'esprit, tu vois. Je trouve qu'on grandit pas en pensant comme ça, en fait. Puis en plus, en regardant trop ce que fait le voisin, en gros, t'es plus focus sur toi. C'est ça. Du coup, t'avances moins dans tes trucs à toi. Moi, je me suis jamais sentie aussi bien que le jour où je me suis dit, bah en fait, peu importe les autres ce qu'ils font, si c'est la même chose que moi, si c'est pas la même chose, si c'est voilà machin. De toute façon, chacun le fait de sa manière à lui, donc dans tous les cas, ça peut pas être les mêmes choses. Et si quelqu'un, en gros, fait comme toi, te copie ou quoi, n'oublie pas qu'il est en train de jouer à ton jeu à toi. Ça veut dire que forcément, c'est toi qui as mis les règles, donc tu seras forcément la gagnante. Ouais, pas mal. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et il y a beaucoup de gens qui copient en disant je veux faire ça, mais t'as pas compris en fait. C'est lui, il a mis les bases de ce que lui il aime, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il sait faire. Donc arrête de le copier, mets-toi tes bases à toi en fait. Ouais, tout à fait. Je pense que tu peux t'inspirer et que c'est peut-être bien voilà, quand tu débutes, tu vois. Et après, tu trouves ton si la personne avait fait ça, c'est que je suis capable de le faire, comme moi avec Elise Frank par exemple. Exactement. Je me suis dit bah si elle l'a fait, c'est que je peux le faire. Mais après, juste ça m'a donné la motivation de me dire ok, ça je peux l'atteindre puisque elle l'a fait. Mais après j'ai trouvé mes propres règles et finalement j'ai pas trop regardé ce qu'elle avait fait et j'ai bien fait parce qu'avec le recul quand je regarde ce qu'elle a fait, je suis beaucoup plus loin que ce qu'elle a fait finalement. C'est ouf. Donc ouais, c'est ça, faut se servir faut toujours, moi en fait je me mets toujours comment dire, j'aime beaucoup m'inspirer et comment dire, tu sais, tu regardes une personne, tu dis ok, elle, ce qu'elle a fait, elle a bâti un empire. Moi, c'est un petit peu ça que je veux faire, tout en ne jamais oublier aussi le côté épanouissement personnel, etc. C'est pas juste bâtir quelque chose, un projet pro, etc. Et du coup, je visualise et une fois que j'ai atteint ce que je voulais atteindre et que j'estime que je suis au niveau de cette personne d'un point de vue professionnel, et ben hop, je vais en chercher une autre pour aller encore un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Donc pour moi, c'est juste t'inspirer à peu près de là où tu aimerais être en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis toujours en train de regarder aux États-Unis quand ils font les événements, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, parce que j'adore en fait. Je me dis mais en fait c'est ouf. Ils sont beaucoup plus expressifs que nous. Voilà, ils ont et du coup je me dis ouais mais ça c'est trop bien. Faudrait faire un truc comme ça. Enfin, mais je pense que c'est bien de se nourrir parce qu'en plus même je pense que de regarder des choses comme ça nous donne de l'énergie aussi. Complètement. En fait. Complètement. Et du coup on se dit ouais ben on va continuer comme ça et d'où l'importance en fait d'échanger vraiment avec des gens à chaque fois qui te tirent vers le haut en fait ou qui t'apportent même s'ils font pas la même chose que toi, mais en fait des gens qui quand tu parles avec eux, à la fin tu ressors de la conversation, tu es là en train de te dire waouh mais j'ai envie de tout exploser, je me sens trop bien et tout quoi. Mais c'est ça. Il y en a pas tant que ça des gens comme ça, mais quand il y en a, si vous en avez autour de vous, gardez-les parce que franchement c'est précieux. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs en termes d'énergie, t'en manques pas puisque si j'ai bien compris, tu t'entraînes en ce moment pour un challenge de 120 km, c'est ça, sur 4 jours? Je sais pas pourquoi. C'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire, Alison? Je me pose la même question là, je me dis. En fait, il y a un an, en fait, il y a même 2 ans, j'avais vu en fait, je suis sur les réseaux Laurie Tillman, tu sais l'ancienne. Ouais, bien sûr. Et j'avais vu qu'elle faisait un truc, ça avait l'air cool, elle faisait un marathon des sables. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Du coup, j'ai fait un peu des recherches, j'ai vu que c'était à Fuerteventura sur une île donc en plein désert, 4 jours où on marche et on court en totale autonomie et on fait 120 km. Et du coup, je me suis dit, donc j'ai suivi toute son aventure du coup qu'elle partageait en story et je me suis dit mais ça a l'air trop bien. Bon, même si elle a pleuré, machin, enfin, ok, mais je me suis dit mais ça, j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Et ok, une fois que tu as réussi, tu vois, mes objectifs c'était de vivre de l'immobilier, j'ai vécu de l'immobilier. Finalement, après je me suis même mis à faire des formations, c'était pas prévu. On a fait la galerie d'art qui tourne, machin. Et là je me dis ok, j'aimerais bien aller chercher un autre truc, mais genre plus personnel. En fait, quelque chose que j'ai jamais fait, mais avec moi-même, en fait, qui n'a rien à voir avec la réussite sociale d'argent, de machin, rien à voir avec ça. Et je le fais pour moi. Et en fait. Du coup, faut s'inscrire 1 an à l'avance. Donc, l'année dernière, je me suis inscrite, je faisais encore la maline parce que septembre de l'année dernière, c'est loin par rapport à maintenant. Et en fait, là, je crois que je prends l'avion le 25.
Et voilà quoi, donc et c'est chaud, on a un sac de 8 kilos et tout sur le dos, on dort dans des tentes, on est en totale autonomie sur tout, sauf l'eau, c'est les organisateurs qui nous la fournissent, on la porte pas, mais c'est tout. Donc on verra bien, on va voir. Ouais, t'aurais pu juste faire un semi-marathon quoi. Oui, tout le monde me dit ça, mais moi, si je fais les choses, genre, j'y vais vraiment, quoi. T'es pas là pour plaisanter, quoi. J'aurais pas pris le même plaisir. Du coup, on va voir. Du coup, j'ai inscrit mon conjoint avec moi. Au début, il disait non. Un jour, j'ai vu qu'il y avait une petite porte ouverte. J'ai mis le pied dans la porte. J'ai pris les billets. Et en plus, comme c'est pendant son anniversaire, j'ai dit bon anniversaire en avant. No choice. Donc voilà, en gros, lui, il subit le truc. Et puis moi, je me dis, on verra. Mais écoute, c'est génial. On verra après, parce que si je suis en train de pleurer en story, si je coupe mon compte Instagram et tout, c'est que je me trompe du trou. Non. Non, mais de toute façon, tu connais bien aussi ce type de phrase. Peu importe le résultat, c'est le chemin qui compte et voilà. C'est l'expérience que tu vas vivre. C'est ça. Et là, j'ai trop envie de me dire, je l'ai fait, même si j'y vais pas pour faire une performance, j'y vais pour me dire je l'ai fait. C'est quand même 120 km en 4 jours en plein désert. On va voir. On va voir de quoi on est capable. Exactement. En tout cas, franchement, bravo Alison, c'était vraiment super d'échanger avec toi, un réel plaisir. On a 2 petites questions rituelles dans le podcast des locomotives qu'on pose à la fin de chaque témoignage. Donc la première question, c'est est-ce que tu as, toi qui aimes tant les citations, est-ce que tu en as une parmi les autres qui se démarque et qui te guide un petit peu dans la vie ? Alors, j'ai une citation que j'ai inventée, en fait, sans vouloir, et qui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est chaque jour où tu hésites à faire quelque chose est un jour qui t'éloigne de la vie de tes rêves. Pas mal. Et c'est exactement ça. Ça veut dire que à chaque fois, parce que en fait, je voyais trop de gens qui disaient oui, j'ai envie d'acheter ça, mais là, j'ose pas. J'ai trouvé ça, mais il est pas assez rentable. J'ai trouvé ça, mais finalement, j'ai quand même peur que ça marche pas comme prévu. En fait, la personne elle a perdu 1 an déjà. Donc en gros, faut le faire, fais. C'est pas grave si c'est pas parfait, fais. Et en fait, un jour, tu vas être là où tu as envie d'être. C'est clair, c'est tout à fait ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que petite fille, tu avais un rêve précis de ce que tu aimais, ce que tu aimerais, je n'arrive plus à parler, de ce que tu aurais aimé faire, de la femme que tu aurais voulu être. Est-ce que tu avais un rêve en tête ? Je me voyais toujours un peu style femme d'affaires, un truc comme ça, mais j'avais pas trop. Moi, je me voyais plus le truc le plus qui m'avait toujours choquée, c'est que je voulais c'est avoir un enfant. Ça, c'était un truc. Et même quand j'avais 16 ans, genre je l'avais en tête tout le temps. Et résultat, j'étais enceinte à 22 ans sans chercher à être enceinte à 22 ans. Donc et c'est vraiment au moment là où, ça, c'était un de mes premiers buts. Je sais pas pourquoi. C'est fou. Et c'est comme ça, et j'ai qu'un enfant, il est aujourd'hui là à 11 ans, et voilà, et j'en veux pas forcément d'autres, c'est pas, mais je sais pas, comme si ça allait me donner l'élan pour tout le reste, en fait. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est même vraiment ce qui s'est passé. Et je pense que dans la vie, il se passe rien pour rien, et que si j'avais déjà ça en tête depuis longtemps et tout ça, c'est que derrière, ça allait apporter quelque chose, en fait. Bien sûr. En tout cas, je te le redis encore, c'était un vrai plaisir. Je te remercie d'avoir accepté de venir à mon micro et puis je te souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup Sandra, j'ai vraiment adoré aussi et on remet ça quand tu veux. Avec plaisir. Belle journée Alison. Merci toi aussi, salut Sandra. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.